qu'un euro, non, moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Lichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Lichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République?
Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est pas la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est pas la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République? Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà?
Messieurs, dames, bien le bonjour, chers amis. Ça y est, il est l'heure, les copains. Il est l'heure du Juste Bistrot. J'espère que vous allez bien, les amis, que tout le monde est en forme. Ça y est, on se retrouve. Je n'étais pas là hier. Il m'est arrivé une mésaventure, mais rien de grave. Mais rien de grave, les amis. Me voici là. Me voici en fanfare après un excellent week-end. Voilà, hein, donc, sur lequel je ne reviendrai pas, mais j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde est content. Voilà, comment ça va les amis? Est-ce que vous êtes en forme? Dites-moi tout, un petit peu ce qui se passe pour cette nouvelle semaine. Et merci pour commencer, merci à Ishigo Bankai 38 pour le subprime, 23e mois, c'est extraordinaire. Merci beaucoup les amis, merci également à Kuk 666 pour le subprime, 28e mois également. Merci, merci, merci les amis de France et de Navarre. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder le Juste Bistrot, les copains. Donc, c'est que du plaisir, voilà, de vous retrouver. On a Antoine Job qui nous dit « Ça y est, je peux démarrer la session de rameur ». Il attend le Juste Bistrot pour faire du rameur. Il regarde un mec qui rame pendant qu'il fait lui-même. Enfin, il y a une mise en abîme qui est pas dégueulasse. Ouais, c'est pas mal, ouais. C'est pas mal. Le fond de Marlène qui dit « Ça y est, j'ouvre ma bière ». Bah voilà, 2 salles, 2 ambiances. Alexandrine 59, c'est les vacances, on s'occupe des enfants. Bah oui, ça va, ça y est, ouais, ça a attaqué quoi? C'est cette semaine, voilà. Non, mais je vois des messages qui me plaisent pas. Alors, je sais pas pourquoi il y a des gens, ils me parlent de... Attends, c'est la première fois de rugby. Je sais pas pourquoi il y a des gens, ils me parlent de ça. J'ai aucune idée de ce que c'est. Donc c'est sûrement une allusion néo-nazie. Donc je veux pas parler de ça. Pas de sujet sensible en fait sur le Juste Bistrot. Donc je sais pas trop rugby. Je sais pas. Il y a qu'une d'une 73 qui est complètement jet-laguée. Elle nous dit bah oui. C'est quoi? C'est la Thaïlande, c'est ça. Mais profite bien, camarade. J'espère que tout va bien. Voilà les amis. Alors, il y a quelques petites précisions de gens qui me... Il y a Bicalu 2912 qui dit « C'est une forme de volleyball ». Alors, je sais pas. Volleyball, je connais les sports. Hein. Je connais certains sports, mais alors rugby, peut-être on dit, je sais pas. Merci à Steph C pour le subprime 28e mois. Merci beaucoup, les copains. Ah ben non, oui, qu'une d'une 73 qui est rentrée déjà, c'est vrai. Mais est-ce que tu as bien profité? Est-ce que c'est surtout ça le plus important. Est-ce que tu t'es bien amusé? Voilà, est-ce que tu t'es reposé? C'est important. Ishigo Bankai 38 qui dit Telegram marche nickel. Et oui, ça fait plaisir. Les amis, vous le savez, c'est la petite nouveauté, le canal Telegram juste milieu. Voilà, qui est sur mon téléphone à moi. Donc c'est moi qui gère, c'est moi qui pilote. Hein. Donc j'y a déjà des petits messages. Je vous mets le lien. Sur Twitch, si vous voulez découvrir le Telegram juste milieu, je vais vous le mettre aussi sur Twitter et sur Facebook. Pas de jaloux. C'est pas bien la jalousie. C'est de gauche la jalousie. Attention, attention. Voilà, je vais le mettre à tout le monde, si j'ose dire. C'est mon côté Darmanin. Voilà, regarde, sur Twitter, allez bam. Et maintenant, je vais le mettre où? Sur Facebook. Allez, ça dégage. Voilà. Black Waldo 76 qui me dit ça fait 3 jours que j'attends avec impatience ton coup de gueule sur le match. Alors quel match les amis? Dites-moi un peu quel match. J'ai pas suivi des masses. Apparemment on me parle de rugby, on me parle d'un truc comme ça, donc je sais pas trop. Dites-moi si vous avez des précisions sur ce truc. Aucune idée de rugby, je sais pas trop. Non, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas trop. Pas trop ce dont vous me parlez. Mais bon, voilà, chacun a le droit de partir dans ces délires complètement farfelus, d'un sport un peu dingue. Alors, on va... alors, ouais, non, mais Massan 3466 qui dit allez, un peu de sérieux, Rémi, fais pas semblant. Je sais pas. Alors, on m'envoie une petite vidéo. Je vous partage ça, les copains, parce que c'est vrai que j'aime bien partager mes racines avec vous. Vous le savez, j'aime bien partager un petit peu mes origines, ce qui me rapproche de ma terre natale. C'est un petit moment émotion. Après, on va parler de beaucoup de choses dans l'émission, vous vous en doutez, les copains. Mais d'abord, voilà, je voulais écouter avec vous, découvrir quelque chose qui me tient à cœur, qui est un peu ma chanson de tous les jours, que j'écoute tous les matins, évidemment. Thank you, yeah. Je suis désolé de présenter mon vrai visage. J'aime l'Angleterre, you know. It's the Just Pub. Yes, welcome in the Just Pub. I'm
proud to be here with you. Yes, of course, please. Voilà, yes. J'aime le canard, le duck, yes. And no the dick. I'm no a president of France. It's so funny. J'ai la mort, les amis. On a pris une branlée contre ces connards d'anglais. Je suis dégoûté. Voilà, on va arrêter le sketch tout de suite. On va parler de ça. Alors, ceux qui veulent pas parler de rugby, vous allez vous faire cuire le cul immédiatement. Je suis en larmes, les amis, intérieurement. Je suis dégoûté de ce qu'on a pris. On va arrêter la blague tout de suite. Je suis défenestré. Je suis dégoûté, les amis. On va parler de ce score de rugby. On va parler de rugby. On va parler de ce qui s'est passé samedi soir à 17h. On a pris une branlée contre Mr Bean et ses copains. Des Anglais qui étaient nuls, qui étaient pas bons. Et on a réussi à perdre, tu sais pas comment. Je suis dégoûté. Alors, on va en parler sérieusement. Je vais pas m'emballer. C'était pour la blague, les amis, mais... Oh, con. Mais c'est terrible ce qu'on a. J'ai vécu une soirée aux enfers, quoi. Une soirée aux enfers. C'est terrible. J'espérais tellement plus de ce match. J'étais certain qu'on allait gagner. Parce qu'on a l'équipe, parce qu'on a tout ce qu'il faut et tout ça. Et vraiment le scénario catastrophe, quoi. Le scénario catastrophe. Rien ne s'est passé comme prévu. Je commence à me poser des questions, en fait, parce qu'on va être très clair. Hein, je parle rugby 5 minutes, après on enchaîne, vous inquiétez pas. Je commence à me poser des questions là où je m'y attendais pas, parce que on va être très clair. Ce qui me gonfle, c'est les réactions, tous les délires. Ouais, mais en fait, c'est Jalibert, c'est je sais pas quoi, c'est les avants, c'est je sais pas quoi, c'est les piliers. Non, faut arrêter de trouver des boucs émissaires comme ça. Je pense qu'il y a un problème qui est beaucoup plus grave sur notre équipe. Je crois que, mais à froid, hein, je suis un peu descendu. Hein. On va jamais gagner, en fait. On n'a pas droit au bonheur au rugby en France. Je pense qu'on sera jamais champion du monde. Alors que j'y crois, j'adore cette équipe. On a l'une des meilleures équipes de France de rugby. Je vois pas comment on peut avoir mieux. Mais je crois que dans le crâne, on n'y est pas, quoi. Dans le crâne, on n'y est pas. Et on a un discours qui m'inquiète, où on se voit trop grand, où on a un jeu qui est plus aussi tueur qu'avant, dans l'année où on fait le Grand Chelem, hein, pour ceux qui ont suivi. L'année où on fait le Grand Chelem, où on était tueurs, quoi. Les occasions qu'on avait, on les mettait, ça gagnait. Mais je pense que ce qui fait la différence, c'est qu'à cette époque-là, quand on fait le Grand Chelem, pour nos adversaires européens, on est encore les Français qui montent. On est encore une équipe à prendre au sérieux, mais tranquille, tu vois. Là, aujourd'hui, nos adversaires nous prennent très au sérieux. On est attendu comme l'une des meilleures équipes du monde et on n'a pas le casque. On n'a pas le casque pour ça. J'ai l'impression qu'on ne pourra pas gagner. En fait, on n'a pas le mental. On n'a pas le mental et on a un discours de... Là, t'écoutais Galtier, t'écoutais Bielbiarré et compagnie qui te disent « Ouais, bon, allez, faut se ressaisir contre l'Irlande. » Ben, en fait, t'as l'Italie avant. Tu joues l'Italie avant, le 23 février, je crois. Et attention. Et le dernier match contre l'Écosse, attention. T'es pas à l'abri de te faire taper chez toi en Écosse. Donc, je veux pas être pessimiste, mais pour moi, on a un problème mental. On a des joueurs parmi les meilleurs au monde, et là, on a craqué sur des trucs, mais il n'y a rien calé. Ce serait malhonnête de dire c'est Jalibert ou je sais pas quoi. Il n'y a rien calé. Je sais plus les statistiques, 23 ou 25 pertes de balles sur un match de rugby. C'est du jamais vu. Alors, on est champion du monde des excuses. Galtier, pareil. J'aime de moins en moins le bonhomme, mais si je dis qu'il n'y a pas de bouc émissaire, c'est pas pour lui tomber dessus. Donc, il faut être cohérent. Mais je veux dire, on n'en peut plus des discours, ouais, mais en fait, on méritait de gagner parce que je sais pas quoi, parce qu'on a 42% de passes au pied gauche qui sont réussies par rapport à... Mais en fait, non, on est champion du monde des excuses. L'Afrique du Sud, c'était le rugby. C'était l'arbitre. Mais en fait, si tu mettais 2 occasions d'essai claires que tu as en première mi-temps, le match, il est mort. Le match, il est moot à la mi-temps. Et là, c'est pareil. Les Anglais, ils étaient bidons. Ils étaient nuls. On perd contre une équipe d'Angleterre dont les meilleurs joueurs, à quelques exceptions près, jouent en France. Parce que les Anglais ne veulent pas sélectionner des types qui jouent en France pour ne pas encourager la fuite de leur talent dans d'autres championnats.
Putain, mais tu t'imagines les Anglais qui nous ont battus, tu leur rajoutes Owen Farrell, tu leur rajoutes Ludlam, tu rajoutes comment il s'appelle le pilier Kyle Sinclair qui joue à Toulon, tu rajoutes l'ailier Arundel. Ils ont des types très forts et ils sont pas là. Donc on s'est fait battre par des Anglais nuls. Mais les Anglais, on a beau dire, on a beau faire, en demi-finale, à la Coupe du Monde, c'était eux qui étaient en demi-finale. C'était pas nous. Donc la réalité du terrain, elle est là. Et on a encore pris une leçon de réalité. Et je l'avais dit l'année dernière, je passais pour une pompe. Alors, je suis toujours une pompe en pronostic, c'est pas nouveau, mais contre l'Italie, attention. Contre l'Italie, tu vas à Rome avec des Italiens qui sont capables de nous mettre le doute comme ils l'ont toujours fait. L'année dernière, tu fais match nul sur un miracle en Italie, alors que normalement tu te fais taper chez toi au Stade de France. Donc l'Italie, attention à l'Italie. Et l'Irlande, si mentalement on fait pas la diff, on va se faire désosser contre l'Irlande. On va se faire désosser. On a pris 15 points l'année dernière, on va prendre la même. C'est mentalement le problème. On a des super joueurs. Je suis triste. Voilà. J'ai mal à mon rugby, les amis. J'ai mal à mon rugby. Je vous le dis, je pense qu'on va se faire tabasser contre les Irlandais si on n'arrive pas à montrer un visage sûr de nous contre l'Italie, le visage qu'on avait avant. Et j'ai peur de ça, en fait, de cet enfermement dans des problèmes de mental, quoi, et qui me semble indépassable. En l'état, ça me semble indépassable. Donc non, franchement, j'ai mal. J'ai mal. Je suis plus le même homme, les amis, je vous le dis. Je vois, il y a des confiants, hein. Il y a plus de saison, il dit on va les taper, les Irish. Le petit go qui dit les Britanniques ont eu un parcours plus simple en Coupe du Monde alors qu'on a eu les Sud-Africains dès la fin des poules. Mais ça, tu vois, ça, je suis pas d'accord. Pour moi, c'est là où on est champion du monde des excuses. Les Anglais se sont envoyés les Fidjiens à la Coupe du Monde en quart. Alors, les Anglais, les Fidjiens n'étaient pas monstrueux non plus. Ils avaient perdu leur 9 pour une fois qu'ils avaient un demi de mêlée qui tenait la route. Ils l'avaient perdu juste avant la Coupe du Monde. C'était pas les meilleurs Fidjiens. Mais tu sais pas si tu sais pas si la France tape les Fidji en quart. Tu sais pas, en vérité. Parce qu'on a tellement des problèmes de mental de chips que tu peux péter contre n'importe qui. Tu peux battre n'importe qui, mais tu peux péter contre n'importe qui. Et dans les moments clés, dans les moments chauds, dans les grands matchs, eh ben, je pense que les Anglais, ils ont un coup d'avance sur nous. La seule nation européenne qui est championne du monde, c'est l'Angleterre. Et c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Je pense qu'ils ont une culture du rugby qui est différente. Ils ont un mental qui est différent, une approche qui est différente. Et nous, on est là à aller chercher, ouais, mais les stats, je sais pas quoi, 14% d'occasion d'essai. Mais en attendant, tu te chies dessus dans les grands moments. Les Sudaf, tu dois les tabasser. Tu dois les tuer dans le jeu. Tu dois gagner. L'Angleterre, mais comment tu peux ne pas dominer de 20 points d'avance contre des Anglais pendant les 20 premières minutes, ils ont rien fait. Ils n'ont pas touché le ballon. Donc, c'est terrible, quoi. Je trouve ça terrible. On a vraiment un mental de Pringles. Ça me rend fou. Ça me rend fou. Donc non, je suis dégoûté. Je vous partage ça. Ceux qui veulent qu'on parle autre chose, ça va pas être tout de suite. Je vous le dis, j'ai envie d'être... Consolez-moi, les amis. Consolez-moi, j'ai mal. J'ai mal. Alors, attends, qui m'a dit quoi ? Il y a plus de saison qui dit on se voyait trop beau contre les English, on a manqué de précision, de concentration contre l'Irlande, on aura tellement peur de prendre une branlée qu'on va s'appliquer, on va les gagner. Moi, j'y crois pas une seule seconde. J'espère que tu as raison, camarade, mais j'y crois pas une seule seconde. Pour moi, contre les Irlandais, si on détruit pas l'Italie pour se montrer que c'était un faux pas contre l'Angleterre, on va se faire marcher dessus à pieds joints contre les Irlandais. À voir. Coubs34 qui dit non, mais on a fait un putain de match de merde, point. On a quoi d'autre? Attends, j'ai vu quelqu'un qui m'a parlé des All Blacks, ça m'a énervé, ça m'a énervé. Attends, qui m'a dit quoi? Merde, j'ai paumé le message. Marcel Zorog qui dit on a fait sauter les Blacks, mais les Blacks, faut arrêter les conneries. Avant, en 79, c'était un exploit parce que tu bats les All Blacks, ce qui était du jamais vu, la nation dominante, ce que tu veux. Aujourd'hui, tout le monde tape les Blacks. Faut arrêter de bander là-dessus. Les Argentins ont tapé les Blacks, les Irlandais tapent les Blacks, les Anglais les ont tapés, nous on les tape. Donc c'est très bien, mais faut arrêter de se dire tu bats les Blacks, t'es champion du monde. La preuve. Match d'ouverture de la Coupe du Monde, on les prend et derrière on se fait taper contre l'Afrique du Sud. C'est des déménageurs bretons et ça m'a énervé. Voilà, ça m'a énervé. J'ai mal. Je le dis, j'ai mal. Et si on ne fragasse pas nos amis spaghetti, et j'adore les Italiens, mais si on les fracasse pas, et ils sont capables de nous mettre du doute, hein. Le banc italien c'est frais. Ils ont des jeunes qui sont bons. Hein. Attention à l'Italie. Et en plus, les amis, je vous l'ai déjà dit pour ceux qui suivent, en plus, j'aurai la chance et l'incroyable honneur d'être titulaire pour le match en Italie.
Non, je rigole. Non, non, non. Je serai au match. Je serai au match. Je serai en Italie. Alors avec ma mieux, on se fait un petit séjour, t'as compris. Week-end à Rome, Etienne Nao. Et on a chippé les places pour aller voir Italie-France. Donc je suis le plus heureux des hommes. Je serai au stade. Donc si on prend une branlée, qu'il y a un envahissement de terrain, alors je vais prendre un placage, ça va me désosser sur le coup. Mais je serai dans le stade. Donc guettez le match. Il n'est pas impossible que je sois tout nu, le spaghetti à l'air, et on se régale. Donc attention. Attention les amis. Je vois Shiraz 3005 qui est d'accord, hein, qui dit le banc italien a été renouvelé. Il y a beaucoup de jeunes qui montent et le collectif se construit, il joue propre. C'est pas gagné pour nous. Moi j'ai très peur du match contre l'Italie. C'est la charnière du tournoi. C'est le match charnière du tournoi. Tu fracasses les Italiens, tu montres que c'était une erreur contre les Anglais, tu peux faire quelque chose derrière. Mais si tu doutes que tu te fais accrocher par les Italiens, j'en parle même pas si tu te fais taper, derrière Irlande, tu te fais piétiner, et Écosse, attention. Écosse, attention. Ils ont perdu Tupulo tout. Ils ont perdu leur meilleur joueur. Donc ça va. Mais attention. Mais attention. L'Écosse qui a été accrocheuse contre l'Irlande. Le même match. Hein. L'Irlande, pendant 50 minutes, c'est compliqué. C'est moyenasse. Et puis voilà, les 30 dernières minutes, ils ont déroulé. Ils ont défoncé dans ce duel du whisky. Voilà, comme j'ai envie de le dire. Dans ton milieu, Kili, tu peux apporter un air fryer dans les gradins. Ah non, ah non, ah non, ah non. Non, mon air fryer, il est bien chez moi. D'ailleurs, qui a fait la recette de pâtes? Tiens, un terreau surprise. Après, on parle d'actualité. Qui a fait la recette de pâtes que j'ai conseillée vendredi? Je n'ai pas vu de photos sur les réseaux sociaux. Donc j'ai l'impression qu'on s'est bien foutu de ma gueule. Je donne des recettes. Je fais plaisir à la France. Et on me respecte pas comme ça? Attention quand même. Attention. Parce que sinon, le vendredi cuisine, il va vous passer sous le nez. Attention. Donc voilà, les copains. On va y aller sur l'actualité. Sur l'actualité du moment, beaucoup de choses, vous vous en doutez. Les amis, beaucoup de sujets, beaucoup d'affaires, on se régale. L'affaire Betaram avec Bayrou, ce scandale pédocriminel caché par le Premier ministre. On va en parler demain. Je vais essayer de prendre le temps de vous préparer ça. Donc on va parler de ça. Voilà, une fois de plus. Scandale d'État, scandale d'État. Je vais vous mettre une intervention. Non, on va en parler demain. On va prendre le temps de demain. Je vais vous collecter pas mal de choses. On fera une séquence demain là-dessus. Donc bon, je suis abasourdi, si vous voulez, abasourdi que ce genre d'affaires comment dire, ce genre d'affaires ne fasse pas la une et qu'on n'ait pas des citoyens devant l'Élysée, quoi. Qu'on n'ait pas des citoyens devant l'Élysée. Je suis abasourdi. Et quand on parle, si vous voulez, de normalisation de la pédocriminalité, là, on est en plein dedans. Vous avez plusieurs dizaines de plaintes dans cette affaire. Plusieurs dizaines de plaintes qui dénoncent les faits, qui dénoncent le silence d'un Premier ministre qui était ministre de l'Éducation au moment de ça, qui est un élu à plusieurs reprises avec de nombreux postes du côté du Béarn et de Pau. Et tout le monde s'en cire, mais de manière extraordinaire. Dans le grand public, tout le monde s'en cire. On a tellement été habitués à ce genre d'affaires, si vous voulez, à voir des Jack Lang se promener, on va en reparler aussi de lui, à voir des Jack Lang se promener dans la nature, de voir des Cohn-Bendit dans la nature, un président victime de détournement de mineurs. On a tellement normalisé tout ça que parfois on se fatigue à évoquer la notion de fenêtre d'Overton. Il suffit de regarder notre actualité pour comprendre ce que c'est. Dans un pays normal, si vous voulez, il existe bien des pays au monde, et je ne l'appelle pas de mes voeux, qu'on soit bien d'accord, pour être prudent, le plus prudent possible, mais où des gens à qui on reproche des faits pédocriminels sont pendus sur la place publique. C'est un autre extrême, si vous voulez. Mais nous, on est quand même l'extrême de s'en foutre, mais royalement, en fait. On n'en a rien à foutre. Et donc, tout ça a été normalisé. Et ça passe, comme dirait Édouard Philippe, ça passe. Et on a des affaires qui nous passent sous le nez, et nos médias qui décident. Par moment, on va en parler. Tu vois, l'affaire Lola, on peut en parler. Parce que la criminelle dans l'histoire est sous le coup d'une OQTF d'origine algérienne. Donc nos médias ont choisi de nous donner le droit d'en parler, le droit de nous émouvoir. Par contre, quand tu dis que Jack Lang est une ordure pédocriminelle, que Daniel Cohn-Bendit est une ordure pédocriminelle, là on te dit mais vous êtes complotiste. Là ça va pas, c'est pas possible. Donc je pense qu'à un moment donné,
Voilà quelle est la réalité de la situation de la pédocriminalité en France. Voilà pourquoi le combat est nécessaire. Et je suis sidéré. Alors cette nouvelle affaire, on va prendre le temps demain d'en parler. Semble-t-il que François Bayrou ait porté plainte contre Mediapart. On va y revenir. On va y revenir sur tout ça, à voir, à faire, à suivre. Mais je suis sidéré, je suis vraiment sidéré. Morandini, qui est une ordure pédocriminelle, qui est à la télévision, qui est à la vision. Et d'ailleurs, j'ai appris, tiens, je sais plus si je vous l'avais dit, les copains dans le Juste Bistrot, j'ai appris que apparemment ça plaît pas des tonnes parce que, regardez, on est bloqué par Morandini. Elle est pas belle la salade? Ah bah, j'y pisse au cul, évidemment, hein, qu'on soit d'accord. Mais apparemment, il a pas aimé. Hein. Pas aimé ce qu'on a dit. Alors, peut-être qu'il y aura une plainte en diffamation. Ça, faudra en reparler. Mais c'est vrai que... ouais, non, il a pas aimé, hein, apparemment. Il a pas aimé... il a pas aimé. Donc, bon, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein. C'est la vie. Hein. C'est la vie. Donc voilà un petit peu les amis sur cette affaire-là. Alors l'affaire Jack Lang, parce qu'on est directement hein, dans les faits, je voulais revenir là-dessus. Demain, on prendra le temps. Je me le note, les copains. Je me le note de préparer ça, de travailler sur l'affaire Betaram, de vous en parler parce que ça me semble très important. Hop, je me note dans mon agenda. Comme ça, ce sera prêt. Hop, tac, voilà, officiellement, je bosse pour vous, les amis. C'est normal, c'est la famille. L'affaire Jack Lang, alors c'était il y a quelques jours en arrière, le 8 février au soir, si je dis pas de bêtises. On a eu droit à ceci à Paris, près de l'Opéra Garnier. Voilà, donc Jack Lang se promène près de l'Opéra Garnier, où se tenait, enfin non loin, hein, un endroit non loin, d'où se tenait une manifestation contre la pédocriminalité. Alors, j'ai vu plusieurs articles, plusieurs versions, semble-t-il que ces pérégrinations parisiennes soient passées par là, par hasard, et qu'il n'y a pas eu de provocation que lui-même se rende là-dedans. Honnêtement, je préfère croire la version de « il se promenait, il est passé là par hasard ». Voilà. Donc, situation très compliquée. Il y a un type de 90 ans qui se fait pousser. Alors, tout de suite, les médias nous ont dit qu'il avait été agressé, qu'il avait été tout ça, hein, évidemment. Ça a fait la une, hein, si vous tapez Jack Lang sur Google, je vais vous montrer, on a tout ça. Hein. L'agression de Jack Lang, agressé en pleine rue, poussé à terre, les violentes images de son agression lors d'un rassemblement contre la pédocriminalité. Il a porté, enquête ouverte pour violence volontaire en réunion. Et Marianne qui fait le taf, c'est exactement ce que j'allais vous dire. Et c'est intéressant, on va découvrir cet article ensemble, les amis, je le découvre, parce que j'allais vous dire, c'est intéressant parce que pour l'instant, on n'a pas eu de fact-checker ou autres pompes à vélo qui sont arrivés en disant « Oui, puis de toute façon, les accusations de pédophilie, c'est du complotisme. » Je m'y attendais. Je me dis, tiens, ça va être intéressant qu'ils ouvrent la boîte de Pandore parce que ça attirerait l'attention des gens. Même si c'est pour dire Jack Lang n'est pas pédophile, il serait obligé de mentionner les affaires dans lesquelles il serait peut-être nommé, voire accusé. Et donc, que nous dit Marianne? On va le découvrir ensemble. Je découvre avec vous, les copains. Alors, on nous dit que ceux qui lui ont agressé l'ancien ministre de la Culture sont présentés dans les médias comme un collectif international pour l'abolition de la pédocriminalité. En réalité, c'est un groupe complotiste qui milite contre l'aide sociale à l'enfance, qualifié de secte à la tête d'un réseau pédophile. Voilà. Et quelques nanas, bousculés, agressés, bon, ça d'accord. C'est un hasard malheureux, nous dit Marianne. Gna gna gna. Jack Lang, figure Oni des complotistes, est passé par là. Ok. On n'a pas pu bousculer. 19h30. Ok, d'accord.
Alors, ce qu'on nous dit sur le collectif international pour l'abolition de la pédocriminalité, sur Internet, impossible de trouver ses statuts, ses membres ou encore son objectif clair. Après quelques recherches sur les réseaux sociaux, on peut identifier quels sont les réseaux qui partagent les actualités du CIAP. Sur Facebook, on trouve une première mention du collectif sur la page de Chloé F, suivie par plus de 2400 personnes. Entre des publications concernant la théorie complotiste de la transidentité de Brigitte Macron, relayée par l'américaine Candace Owens, un appel aux dons ou des mentions du totalitarisme qui a sévi en Suisse pendant le Covid. L'influenceuse appelle à manifester, ok. Nanana. Bah, en fait, ouais. Sur les comptes TikTok et X de Indaes, l'organisatrice des rassemblements, des publications de vidéos éclairent les combats qu'elle mène. Elle dénonce notamment le supposé kidnapping d'enfants par l'aide sociale à l'enfance ou encore les cours d'éducation à la sexualité à l'école, sujet bien connu des complotistes qui supposent notamment des cours de masturbation, fantasmes maintes fois démontés. Elle décrit notamment l'ASE comme une secte qui réalise des placements abusifs. Ouais, bon, en fait, c'est du classique. C'est du classique. Alors, moi, j'aimerais juste quand même que nos fact-checkers, nos médias, dont Marianne, qui n'a d'ailleurs, qui a plus que jamais, est aujourd'hui entrée dans les médias mainstream. C'est très intéressant de voir ça sur Marianne. J'invite nos journalistes, nos fact-checkers à nous dire pourquoi Jack Lang est une cible des complotistes. C'est surtout ça, la tuile. Merde, pourquoi? Qu'est-ce qu'on lui reproche? Parce que si c'est faux, faut expliquer qu'est-ce qui est faux. Tu peux pas dire, c'est faux. C'est-à-dire, c'est quoi le C apostrophe? Ça n'existe pas, c'est faux rien. Sephora, c'est une parfumerie, mais c'est faux rien, c'est pas possible. T'es obligé de dire. Qu'est-ce qui est complotiste? Si tu dis pas, les gens peuvent pas se dire j'ai lu la vérité de Marianne, donc c'est bon, je considère que telle information est complotiste. C'est là où, est-ce que par exemple ce que disait Roger Olindre sur Jack Lang, est-ce que ça c'est faux par exemple? Parce que si c'est complotiste, moi il n'y a pas de problème, moi j'écoute la vérité officielle, mais juste qu'est-ce qui est complotiste? Voilà. L'affaire du Coral par exemple, que je vous invite à découvrir. L'affaire du Coral, est-ce que ça c'est faux par exemple? Parce que juste de dire qu'est-ce qui est faux. Donc c'est là où, voilà, cette affaire, je fais un peu de légèreté les amis, mais c'est tout à fait gravissime. Vous le savez, on avait fait une vidéo sur Juste Milieu, sur Jack Lang, je vais vous montrer le bazar. On avait fait cette vidéo-là, tac, voilà. Si vous voulez revenir sur toutes les affaires, je vous mets le lien dans le chat les amis, si vous voulez rattraper ce dossier. Mais c'est assez, assez bluffant, ce personnage Jack Lang, toujours dans les sales affaires, toujours dans les sales coups, souvent nominé, jamais titré au rang de criminel, au rang de pédocriminel. Je vous invite à découvrir les vidéos parce que franchement, quand tu vois les affaires et quand tu vois les faits reprochés et les éléments qu'il y a pour incriminer Jack Lang, difficile de penser qu'il a toujours été innocent. Maintenant, je ne suis pas juge et comme d'hab, il faut avoir la présomption d'innocence, évidemment, présomption d'innocence. Donc voilà un petit peu les amis. Là-dessus, les copains sur cette affaire, Jack Lang. Et évidemment, pour aller vraiment au bout de la réflexion et tout regarder là-dessus, se pose la question de dire, mais est-ce qu'il faut inciter à la violence contre les puissants? Est-ce qu'il faut s'en prendre aux gens quand la justice ne fait pas son travail? Je voulais vous proposer une réflexion là-dessus pour affronter le sujet, c'est-à-dire pas le dégager d'un revers de la main, parce que c'est vrai que c'est très sensible comme question. C'est très compliqué. Et je pense sincèrement, pour vous donner mon avis là-dessus, et qui n'est que le mien, et avec des éléments de réflexion, j'espère, bien évidemment que non, de prime abord. Ce qui fait l'équilibre d'une société, c'est de refuser des comportements barbares, de refuser des ruptures civilisationnelles, si j'ose dire, des ruptures de code de vie. C'est-à-dire, ce qui fait le fonctionnement d'une société, depuis des réflexions de, par exemple, le contrat social de Jean-Jacques Rousseau, jusqu'à même la théorie de Thomas More et L'homme est un loup pour l'homme, si on lit son livre Utopia, par exemple. À un moment donné, il faut qu'il y ait un accord tacite entre les citoyens d'une même société, qui passe par des textes religieux et ou des textes de loi. Tu ne tueras point. Celui qui tue son voisin encourt de la prison. Celui qui vole encourt une main coupée dans certaines cultures musulmanes, ou alors encourt X années de prison dans d'autres pays. Bref. Il y a un accord tacite entre les citoyens de respecter des règles qui, dans des civilisations plus récentes, ont été encadrées par la religion et ou par la loi désormais.
Donc voilà, on a cette peur, ce qui aujourd'hui maintient le calme, si vous voulez, maintient normalement le vivre ensemble, si j'ose dire, la bienséance citoyenne, c'est la peur du Léviathan, comme on dirait, la peur de cette figure de l'État qui peut vous sanctionner, qui peut vous condamner si vous ne respectez pas l'accord commun, l'accord d'un équilibre de vie commune. Donc moi, de prime abord, je milite pour ça. Je crois en cela, que l'équilibre de nos sociétés passe par cela. Maintenant, dans quelle société vivons-nous aujourd'hui ? Si je prends le cas de la France, je ne vais pas vous faire une conférence sur l'équilibre de nos sociétés de l'Antiquité à nos jours. Il ne faut pas déconner non plus. Sur la situation dans laquelle nous sommes en France, nous avons vu un État où la violence a été exacerbée, de par des choix politiques, de par des volontés politiques, mais de par des comportements politiques. Un Emmanuel Macron qui n'hésite pas à mobiliser des langages guerriers, des langages belliqueux. Le « nous sommes en guerre » face au Covid, les notions de réarmement permanente, cette notion de violence liée à la guerre que l'on retrouve dans les discours politiques. L'engagement, l'armement, la mobilisation, qui contribue aussi, c'est pas le facteur premier bien évidemment, les amis de droite diront qu'il y a la violence du capital, les amis de gauche diront qu'il y a la violence du capital, les amis de droite diront qu'il y a la violence liée à l'immigration. On peut l'expliquer par bien des facteurs, par bien des endroits, et je pense que tous les facteurs doivent s'entendre et que toutes les réflexions sont bonnes à étudier. Mais je parle vraiment de la violence politique, dans le discours politique, et la violence que l'on cherche à créer entre les citoyens. Il faut rappeler qu'en temps de Covid, quand on a opposé les citoyens entre eux, qu'on a instauré des logiques d'anti-pass, d'anti-masque, d'anti-vax, où on expliquait que si vous étiez confiné, c'était à cause de certains moutons noirs qui ne respectaient pas les règles. Donc on a créé une animosité face à ces gens-là. On a cherché la division, on a cherché l'affrontement. Même chose avec les Gilets jaunes, où on ciblait les Gilets jaunes en isolant ce que leur combat avait d'universel et en disant « eux, ils posent des problèmes ». Ils sont violents, ils vous empêchent de prendre le train pour aller en vacances, ils vous empêchent de profiter des infrastructures parce qu'ils cassent tout, enfin bref. On a désigné des ennemis, on a désigné des boucs émissaires, comme la théorie de René Girard, par exemple. Qui est un bouquin formidable que je vous invite à lire. Donc, je le redis, je milite pour une société d'équilibre entre les citoyens, de vivre ensemble, pas pour l'expression à la con qui fait bander des journalistes parisiens, le vivre ensemble au sens, le maintien d'une bienséance dans la société, quelle qu'elle soit, par la religion, le respect de la loi, des accords différents, ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, ce qui me pose problème, c'est que on exacerbe la violence à travers la parole politique. On cherche des boucs émissaires. On incite à la violence contre ces gens-là. On en parlait, rappelez-vous déjà en temps de Covid. Si des antivax s'étaient fait tabasser par des citoyens, comment nos médias auraient traité ça? Comment nos médias en auraient parlé? À force de les pointer du doigt, à force de les désigner, à force d'en faire des responsables. Comment nos médias auraient qualifié, par exemple, je dis n'importe quoi, et fort heureusement ça n'est pas arrivé, mais un attentat contre une manifestation d'antivax. Comment nos médias auraient jugé ça? Quand vous désignez un bouc émissaire et que la société décide de s'en prendre au bouc émissaire, ceux qui ont désigné ce bouc émissaire, est-ce qu'on considère qu'ils ont une part de responsabilité ou pas? Donc, pour revenir à l'histoire de Jack Lang, ce que je veux dire par là, c'est que je crois personnellement en une société où ce qui s'est passé contre Jack Lang est évidemment condamnable, qui plus est avec son âge. Mais aujourd'hui, quand vous avez une élite politique, quand vous avez des élites intellectuelles qui n'hésitent pas, par exemple, à appeler à l'envoi de l'armée contre les Gilets jaunes, qui n'hésitent pas à inciter à la violence contre des groupes de citoyens désignés comme des boucs émissaires, en l'occurrence les complotistes, là. Parce qu'un jour, si on a un drame dirigé contre des complotistes, désignés comme boucs émissaires, il faudra voir comment nos médias vont se comporter après avoir envenimé les choses, avoir cherché cette scission définitive. Il faudra voir comment nos médias vont traiter la chose. Donc, quand ces groupes de citoyens, quand ce peuple qu'on scinde, qu'on isole en petits groupes, en îlots de citoyens, on a vraiment la construction de cette société où les groupes de gens sont de plus en plus resserrés. Il y a les antivax, il y a les musulmans de région parisienne, il y a les machins. On fait tout pour isoler les citoyens et créer des îles de citoyens qui ne se parlent pas. C'est l'une des théories de Jérôme Fourquet, sauf erreur. Quand ces groupes de citoyens, à force d'être isolés, veulent se faire entendre,
il y a aussi un renvoi de la violence. Et ce qui s'est passé avec Jack Lang, c'est un renvoi de la violence. C'est un renvoi de la violence d'un symbole du pouvoir à travers les époques. Je veux dire, Jack Lang qui est là depuis Mitterrand quand même, hein, qui est un symbole de l'impunité, quoi qu'il ait fait, parce que Jack Lang, c'est l'impunité face aux affaires pédocriminelles qui lui ont été reprochées, mais dans lesquelles il n'a jamais été poursuivi à titre individuel, il faut le rappeler, malgré de nombreuses preuves concordantes dans bien des affaires. Marrakech en 2008, l'affaire du Coral et compagnie. Mais Jack Lang, c'est aussi une gestion catastrophique de l'Institut du monde arabe, dont il est toujours le directeur. Parce que s'il est trop vieux pour être poussé dans la rue, il est trop vieux pour avoir une telle mission d'ailleurs, il faut quand même le rappeler sur le plan symbolique. Mais Jack Lang, c'est aussi le symbole de cette élite politique qui se gave sur le dos des Français, tout ça en étant de gauche. Figure supplémentaire. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, un Juan Branco peut l'expliquer aussi, peut aussi l'attiser, et ce que je lui ai reproché d'ailleurs dans un interview sur son histoire de guillotine, donc j'avais eu le débat avec lui et c'était passionnant et je le remercie une fois de plus, mais je crois qu'il faut aussi comprendre qu'il y a un renvoi de la violence qui est nécessaire, parce qu'il est entre guillemets maîtrisé. Jack Lang est un bouc émissaire. À travers cet acte, Jack Lang est un bouc émissaire, désigné par un îlot de citoyens que nos médias désignent comme anti-complotistes, comme complotistes, ce que vous voulez. Mais malheureusement, je crois que il faut apprendre à regarder ces notions de bouc émissaire. Et aujourd'hui, ce qui se passe contre Jack Lang, c'est ce que nos élites, notamment médiatiques et politiques, ont cherché à faire contre des groupes de citoyens. Et je ne le justifie ni dans un sens ni dans l'autre. Mais si je prends le temps de vous construire cette réflexion, les amis, c'est pour vous expliquer mon raisonnement et expliquer que la notion de bouc émissaire est dangereuse, mais elle l'est dans les deux sens. Donc, si on explique que on n'a pas cherché à faire des boucs émissaires avec les antivax, les machins, les bidules, mais on a quand même, factuellement, tout a été fait pour qu'il y ait des drames. Dans ce cas-là, concernant Jack Lang, si on refuse la notion de bouc émissaire, il faut la refuser dans tous les sens. Donc, je n'excuse évidemment pas la violence entre les citoyens, la violence dirigée contre nos élites. Je ne l'excuse pas. Mais je pense qu'il faut comprendre ce qui s'est passé, l'analyser, le réfléchir, avant de juste condamner et dire on s'en prend pas aux gens. Oui, d'accord, effectivement. Mais quand on va tabasser des gilets jaunes sur ordre du pouvoir français qui craint pour sa stabilité, on ne fait pas ça non plus. Donc à un moment donné, il y a un renvoi d'ascenseur. Et il faut juger toutes les violences. Si on ne prend que les violences du peuple vers les élites, on est malhonnête intellectuellement et on présente une version biaisée de la réalité. Si on met sur la table toutes les violences, on n'excuse rien, mais à mon avis, on comprend. On analyse. Et on peut le combattre. On peut le combattre honnêtement. Sur le plan intellectuel, on peut le combattre honnêtement. Donc c'est ça, si vous voulez, qui me sidère, c'est la capacité des uns et des autres d'ailleurs, hein, du côté du peuple comme du côté des élites, à ne voir qu'un angle de la situation pour refuser de penser, pour refuser de réfléchir. Et ce qui se passe avec Jack Lang, pour moi, c'est l'expression d'une violence dans nos sociétés, dans notre société, l'expression d'une violence qui n'a pas sa place, tout comme la violence dirigée contre le peuple quand il s'exprime n'a pas sa place non plus. Soit on les combat toutes, ces violences, soit on les combat pas. Mais qu'on ne fasse pas de Jack Lang un martyr aujourd'hui. Voilà, c'est juste ça ce que je voulais vous dire, les copains. Désolé, c'était un petit peu long comme réflexion. Dites-moi ce que vous en pensez, bien sûr, comme d'habitude, hein, d'avoir votre ressenti, votre retour là-dessus. Mais je trouve ça important, en fait, à mon avis, de poser la question voilà, dans ces termes-là et d'essayer de le réfléchir le plus froidement possible. Dites-moi ce que vous en pensez, les copains. C'est pas pour être pédant et relou, hein, ce que je vous dis quand je fais des grands raisonnements, mais c'est pour essayer d'être d'être carré, de vous renvoyer quelque chose de carré. Antoine Job qui nous dit c'est le chihuahua qui grogne et qui va pleurer quand le Doberman réagit. Il ne demande que ça, ils veulent qu'on réponde pour justifier le contrôle. C'est un angle de réflexion intéressant aussi. Engegard qui dit Rémi, d'où te vient ce génie de l'analyse, ce génie de la prose après un sujet aussi sérieux et désastreux, il faut redescendre un peu. Merci camarade, merci beaucoup. Gaëtan Seguin 38, envoi de blindés de gendarmerie contre des agriculteurs aussi. Absolument. Ou contre nos amis des dom-toms, pareil, qui se sont fait latter la gueule de la même manière. Parfois le feu se combat par le feu, nous dit Midge. Bicalu 2912 s'est renvoyé un sujet à un autre. Karim CHE de Pierre, les martyrs sont les enfants qu'il a abusés. Hervé Roux, comment demander aux gens de respecter les lois lorsque ceux qui les écrivent passent leur temps à les violer. Flatipus, vaut mieux être pédant que pédo. Elle est rude, mais elle est drôle. Rico del Toro, n'est-ce pas une erreur de faire une symétrie entre pouvoir et population? Moi, je ne pense pas.
Moi, je ne pense pas, mais c'est une réflexion complexe. C'est pour ça que j'ai essayé de donner le plus d'éléments possible pour vous proposer des réflexions, on va dire une réflexion carrée, mais après, ça peut aller plus loin, évidemment, hein. Il y a beaucoup plus d'intrications. Bicalu 2912, vraiment pas d'accord avec ton raisonnement et les agriculteurs en sont la preuve. Alors, par rapport à quoi, cher ami? Par rapport à quoi les agriculteurs en sont la preuve? N'hésite pas à me dire, hein, qu'on papote, bien sûr. Bayard 92, Rémi, je te propose une métaphore. On peut étouffer une abeille dans le creux de sa main, mais elle ne mourra pas sans t'avoir piqué. C'est peu de choses, mais sans cela, il n'y aurait plus d'abeilles. C'est l'ami Rougeron qui fait des métaphores avec les abeilles, non? Pour Jack Lang, c'est la piqûre du peuple, je suis d'accord. Fléau 93, mais comme ils le disent, l'État a la violence légitime, je déteste ce mot. Oui, le monopole de la violence légitime, hein, c'est Max Weber, si je dis pas de bêtises, qui avait dit ça. Tasse d'herbe qui vient de sub 20e mois, merci camarade, merci beaucoup. Romano 5962 qui dit refuser un vaccin n'est pas un crime, s'en prendre à des gosses, oui. Voilà, je lis tous vos messages, il y a plein de choses. Bicalu 2912 qui dit on est violent avec les agriculteurs, mais ils ne répondent pas avec violence. Ça dépend où tu mets comment dire, ça dépend où tu mets la limite de la violence, parce que quand les agriculteurs ont forcé des barrages de police avec des tracteurs, c'est illégal en soi. On est déjà dans une réponse violente. Or, il n'y a pas... Enfin, pour moi, je le redis, je ne le justifie pas, mais je peux le comprendre. Il faut aussi se mettre à cette échelle-là, parce que si on est tout le temps à dire ah ouais, mais ça se fait pas, c'est pas bien la démocratie, il faut respecter. Oui, mais d'accord. Mais à un moment donné, si on ne considère pas les violences qui émanent de toute la société, et le risque de réponse à un moment donné, le risque de retournement d'un bloc violenté face à un bloc violent, si on ne considère pas ce risque, et de fait, par ricochet, la nécessité de mettre fin aux formes de violence qui peuvent aller du haut vers le bas ou du bas vers le haut, si on ne combat pas la violence, tôt ou tard, la réponse est la violence. C'est un peu bête ce que je vous dis, mais ça résume un peu l'idée que je voulais vous proposer, les amis. Donc, voilà, voilà les copains. Sujet compliqué, mais c'est chouette, je trouve, d'avoir des réflexions, d'essayer de se poser, les copains, de se poser sur tout ça. Et de réfléchir, voilà ce que je vous ai proposé, évidemment. Chacun est libre de sa réflexion, bien sûr. Et qu'une lune 73, dernier message, après on passe à un autre sujet qui nous dit « C'est l'impunité qui est l'ultime violence et c'est ce qui est insupportable pour les gens, ce qui explique que ça va péter. Jack Lang est le premier. » C'est effectivement peut-être à craindre, à voir les copains. Les amis, tant qu'on est dans les réflexions intéressantes, je voulais vous proposer quelque chose qui devrait vous plaire. Qui devrait vous plaire, les amis. Bougez pas que je retrouve ça. C'est un article sur le salut nazi de Musk. Le salut nazi d'Elon Musk, rappelez-vous. On avait parlé de ça, on en a beaucoup parlé, tout a été il est nazi et pas nazi. Moi, ce qui m'avait fait mal au cœur, c'était l'analyse de Johan Chapoutot, que j'adore et que j'admire, mais bon, qui s'était imposé un petit peu en autorité, comme ça, de l'interprétation des bras tendus. Mais bon, c'est pas grave, ça arrive, hein, ça arrive. Et on a eu un papier de quelqu'un que j'aime beaucoup et qui vraiment me régale de plus en plus, qui est monsieur Raphaël Llorca, que vous connaissez peut-être, je vous en parle de temps à autre, les amis, qui a écrit un bouquin qui s'appelle La marque Macron, où il a analysé le discours politique de Macron depuis son arrivée sur la scène politique française, et j'avais trouvé ça déjà brillant. Je trouve que c'est quelqu'un de brillant, hein, qui est communicant, auteur et co-directeur de l'Observatoire Marque Imaginaire de Consommation et Politique à la Fondation Jean Jaurès, et qui nous a écrit quelque chose sur le salut nazi, ou interprété comme tel, d'Elon Musk. C'est cet article, dans l'opinion du 28 janvier 2025. Et je voulais vous lire 2 paragraphes de ce qu'il dit pour tenter d'éclairer et d'interpréter le pourquoi du comment du salut nazi de Musk. Et c'est la première fois que j'entends cette piste de réflexion, et je l'ai trouvé vraiment chouette. Vraiment intéressante. Je voulais vous le partager, les amis. Petit moment lecture, et après, j'aurai un coup de gueule. Voilà, comme ça vous êtes au courant. Le premier texte, publié par la revue... Alors, il parle de 2 textes différents. Le premier texte, publié par la revue Le Grand Continent, est signé Janwei Shun. Le philosophe hongkongais parle d'hypnocratie pour décrire le nouvel ordre politique introduit par la réélection de Donald Trump, à savoir un système où le pouvoir n'opère plus par la force ou la persuasion rationnelle, mais par la manipulation directe et algorithmique des états de conscience collectifs.
Dans ce nouveau régime de réalité, l'exercice du pouvoir passe par la puissance et la domination des fantasmes, construisant à l'échelle collective un espace psychique extrêmement malléable qui articule des éléments réels et imaginaires. Dépassant les analyses traditionnelles autour de la post-vérité, le philosophe voit l'émergence d'un système où le contrôle s'exerce non pas en réprimant la vérité, mais en multipliant les récits au point que tout point fixe devient impossible. Accrochez-vous, c'est un petit peu de temps d'axe, mais après on y revient. Je vous partagerai ce que j'ai compris. J'enchaîne, là on vient vraiment sur le salut nazi de Musk. Preuve en est avec le geste effectué par Elon Musk lors de la cérémonie d'investiture de Donald Trump. S'agissait-il ou non d'un salut nazi, s'est interrogé la presse du monde entier. Ce qu'il faut comprendre, selon Schun, dont le philosophe dont on parlait, c'est que le pouvoir du geste réside précisément dans sa résistance à toute interprétation définitive, maintenant tous les observateurs dans un état de tension interprétative perpétuelle. Donc ça, je trouve ça très intéressant, les amis. C'est la première fois que j'entends cette piste. Voilà comment j'ai compris cette réflexion-là. Voilà, une fois de plus, libre à chacun d'avoir son interprétation. Mais ce que je comprends par là, c'est que c'est un peu compliqué. Tu vois, je baille. Parce que là j'ai tout donné sur la lecture. Je suis un petit peu fatigué. Ce que nous explique Raphaël Llorca et ce qu'il reprend de ce texte-là, et que je trouve chouette, c'est que aujourd'hui, on parle du si on prend l'exemple du salut nazi, mais on pourra l'étirer jusqu'à ce que fait politiquement Donald Trump. Le salut nazi d'Elon Musk, ce qui a occupé les médias, c'était finalement pas de dire Musk est nazi parce que, à nous expliquer des grandes théories, parce qu'une fois, on ne sait pas pourquoi, il s'est laissé pousser la moustache, en fait c'était Hitler. Tout ça. On ne cherche pas à savoir pourquoi. On cherche à savoir si oui ou non ce geste est nazi. Mais il n'y a pas plus de réflexion. Vous avez un combat entre ceux qui vont dire oui, ceux qui vont dire non. Et chacun va tenter d'interpréter le geste en tant que tel. Mais pas le fond du problème. On va pas te dire oui parce que, ou non parce que. Certains l'ont fait assez rarement. Mais c'est tout. On dit juste le geste, il prend son cœur, il le jette, ou alors il fait un signe. Bon. Mais au fond, toutes les interprétations sont possibles. C'est ce que nous dit Raphaël Llorca, c'est que dans ce genre de séquence médiatique, en fait, tout est possible. On peut l'interpréter de toutes les manières possibles. C'est comme Inception, la fin d'Inception. Tout le monde peut l'interpréter un peu à sa manière. Alors, il y a des manières cohérentes. Il y a l'histoire de la petite toupie. C'est un film un peu compliqué pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et en gros, la fin... je ne vais pas vous spoiler le machin, mais la fin peut être interprétée de manière vraiment différente. Ou, pour prendre un exemple plus général que tout le monde pourra comprendre si vous n'avez pas vu Inception. Admettons un polar, une enquête policière autour d'un meurtre. D'accord ? Le film jamais ne résout l'enquête. Jamais. Alors par contre, il y a Aviator 2905 qui me dit arrête de parler de salut nazi. Camarade, je fais absolument ce que je veux. Ça, c'est un truc qui me gonfle. Pas d'ordre. Pas d'ordre ici. Je n'en donne pas, vous n'en donnez pas. Je parle absolument de ce que je veux et comme je veux. Voilà, qu'on soit très clair là-dessus. Si ça te plaît pas, tu filoches. Voilà, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Il n'y a pas de arrête de. Personne se dit arrête de. On n'est pas sur BFM TV ou à l'Elysée ici. Voilà, qu'on soit bien d'accord. Si j'ai envie de dire salut nazi, je dis salut nazi. Si je veux dire salut Romain, je dis salut Romain. Si je veux dire salut Patrick, je dis salut Patrick. Revenons à mon polar. En plus, il me pète mon scénar là. Mon polar. Vous avez un meurtre qui n'est jamais résolu dans le film. Jamais on sait qui est le meurtrier. Et à la fin, vous avez une scène avec 3 personnages, la victime, 2 personnages qui tiennent un pistolet. Et là, noir. L'image s'arrête, vous entendez un coup de pistolet et le générique de fin. Qui a tué qui, comment, pourquoi ? On est sur une fin ouverte, comme on dit en littérature ou dans les films. On est sur une fin ouverte. Et donc, c'est un peu la même chose, ce que je viens de vous lire, et l'interprétation qu'on peut faire du salut nazi de Musk, et je dis bien nazi, et si je veux, je dis Romain ou Patrick. L'interprétation de ce geste, elle est ouverte. Il n'y a aucune piste factuellement indubitable. Donc, à partir de là, ce que je trouve intéressant, c'est de tirer la réflexion à la manière de gouverner de Donald Trump et que je trouve vraiment éclairante. C'est pour ça que je voulais vous partager cette réflexion, les amis, que j'aime beaucoup,
Parce que vous savez, ça fait maintenant 3 semaines, on parle beaucoup de Donald Trump, à savoir ce qu'il a déclaré, les promesses qu'il a faites, les premières annonces. Est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non? Est-ce que la guerre en Ukraine, elle a arrêté ou pas? Est-ce qu'il va sortir des accords de Paris ou pas? Est-ce qu'il va vraiment quitter l'OMS ou pas? Il y a une sorte d'entre-deux permanent. Et c'est d'ailleurs la discussion que j'avais eue avec Idriss Aberkane, qu'on aurait pu éclairer de la sorte en disant, quand vous lisez certains décrets, l'interprétation que peut faire le lecteur de ce décret, qu'il soit journaliste ou pas, eh ben en fait, on peut faire les deux interprétations, voire plus. On peut se dire que oui, les États-Unis quittent l'OMS. En fait, tu lis le décret, tu dis, bah, la formulation, moi je dirais plutôt que c'est pas sûr, que ça va peut-être se faire. Et t'en as un autre qui va dire, moi je pense que c'est sûr. Et c'est ça que je trouve vraiment intéressant dans cet extrait, les amis, c'est cette hypnocratie, cette notion d'hypnocratie, de la gouvernance par l'incertitude. C'est-à-dire que entre les promesses, les débuts d'action, les promesses d'action, les vraies actions, la concrétisation de tout ça n'est pas certaine. Et nous sommes soumis à une forme d'interprétation qui ne nous permet pas d'avoir des certitudes. Donc qui nous laisse dans un état comme ça d'hébétement où il y en a qui pensent que oui, il y en a qui pensent que non, et on ne sait pas. Et pendant qu'on ne sait pas, on se prend le bec entre nous. Oui, mais Trump, il a dit qu'il arrêterait la guerre en Ukraine. Oui, mais c'est bon, il a commencé à le faire, il négocie avec les Russes. Ah oui, mais il a aussi dit dans le même temps qu'il allait continuer l'aide militaire à l'Ukraine si l'Ukraine donnait accès aux terres rares aux États-Unis. Donc, c'est très compliqué, c'est illisible ce que fait Trump, et je pense que c'est volontairement illisible, et j'aime bien cette notion qui, pour moi, explique peut-être certaines choses, et je voulais vous la partager. Voilà, je voulais vous la partager. Bravo, bravo et bisous à Raphaël Liorca, qui nous propose cet élément d'analyse. Une fois de plus, dites-moi ce que vous en pensez, les amis, ce que vous en pensez, si ça vous a plu ou pas, voilà, si vous êtes d'accord ou pas, évidemment. Flatipus qui dit, Trump a déjà sauvé le monde, regarde, il a remis les pailles en plastique. Oui, c'est vrai, j'ai vu ça, c'est excellent. C'est vrai que ça, tu vois, ça, là, il a pris la décision, là, elle est ferme, là, il n'y a pas de doute, tu vois. Sur les vrais trucs, par contre, la guerre en Ukraine, c'était 24 heures. Ça va faire 24 jours, donc déjà, ça commence mal. Antoine Job, au moins on a un doute avec les nôtres. Il y en a pas, on sait qu'ils vont trahir, mais on ne sait pas comment. Oui, ça, c'est pas faux non plus. Incohérent qui dit oui, mais on est tombé sur Macron pour à peu près la même chose. Absolument. Et je pense que c'est là aussi où c'est intéressant, c'est qu'on retombe peut-être sur la dynamique du en même temps d'Emmanuel Macron. Si on tire la réflexion, ce terme d'hypnocratie, il peut aussi s'appliquer à la gouvernance Macron. Et là, on touche à quelque chose d'encore plus intéressant, je trouve. D'encore plus intéressant. C'est pour ça que je voulais vous partager cette réflexion. Je pense qu'on va en reparler. Je pense qu'on va en reparler parce que j'aime bien de temps en temps avoir des notions comme ça qui m'aident à analyser différemment les choses. Voilà, qui m'aident à réfléchir différemment. Donc j'aime bien. Donc à voir. Donc voilà, les amis, ce que je voulais vous dire là-dessus. On enchaîne, et là, je vous l'avais annoncé, je vous l'avais dit, on y est. Alors les amis, on va venir sur un truc que j'ai lu ce matin, qui m'a rendu grognon. I was grognon. Estáis grognones, qui veut dire j'étais grognon en mexicain. Alors, qu'est-ce que j'ai lu ce matin? J'ai lu l'opinion encore. L'opinion du 11 février. Cette fois à la page 5, très exactement. Pour ceux qui l'ont lu, vont sûrement comprendre de quoi je veux parler. Alors, petit rappel avant. Et tu vois, je baille. Je baille d'énervement. C'est-à-dire que je sais que je vais m'énerver. Ça me fait d'ores et déjà bailler. D'ores and déjà baillestre. Qu'est-ce que c'est l'affaire? Rappelez-vous ce bouquin. On en a beaucoup parlé ces derniers temps. Je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite sur Juste Milieu. Je ne vais pas tout répéter. Je vais juste faire un rappel sur 2 éléments. Et pour vous dire à quel point, aujourd'hui, nos gouvernants nous pissent au cul, mais dans des dimensions que j'ignorais. Sincèrement, j'ignorais. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Je me suis dit, je vais en parler aux copains du Juste Bistrot. Ils vont être comme moi, ils vont être on the ass, ils vont être sobre le cul. Alors, dans ce bouquin, je vais vous lire ce qui est dit quand même concernant les perquisitions. Alors, rappelez-vous, perquisitions qui ont eu lieu contre les responsables politiques qui ont été poursuivis par la Cour de justice de la République. Je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite où je vous explique tout ça, le pourquoi du comment.
Un épisode que j'avais évoqué dans la vidéo, mais que je veux vous redonner pour vous expliquer pourquoi on a le fessier hydraté à base de lourdes pistes gouvernementales, pour le formuler autrement de manière peut-être un petit peu plus polie. Je vous lis page 139 ce qu'on nous lit. Fin septembre 2020, nous cherchons à contacter Agnès Buzyn encore une fois. Je ne souhaite pas d'interview, nous répond-elle. Je pense avoir tout dit pendant 8 heures d'audition lors des 2 commissions d'enquête parlementaires, ajoute-t-elle. Mais la menace de la Cour de justice se précise. Je pense qu'ils vont continuer à me charger, enrage-t-elle auprès de Robert Zarader, un autre communicant du genre consensuel. Même les paranoïaques ont des ennemis, selon la formule prêtée à l'ancienne première ministre d'Israël, Golda Meir. Le jeudi 15 octobre 2020, en milieu de matinée à 10h10 très précisément, Agnès Buzyn, en villégiature dans sa propriété corse, reçoit un SMS de Paul Midi, alors adjoint de Stanislas Guérini, délégué général de La République En Marche. « J'entends que tu aurais été perquisitionné. J'imagine que ça doit être assez traumatisant. » Et Buzyn, manifestement interloqué, de répondre « Pas au courant. » Elle va vite l'être. Alors, ce qu'on nous dit un petit peu plus loin, devenu depuis député macroniste de l'Essonne, Paul Midi était décidément bien renseigné, un peu trop aux yeux des enquêteurs, qui se demandent encore comment et surtout par qui les dirigeants du parti présidentiel ont pu être informés à l'avance de perquisitions hypersensibles, avec le risque de déperdition de preuves que cela implique. Je répète, le risque de déperdition de preuves que cela implique. Donc, pourquoi je vous rappelle cet épisode ? Pour quelque chose de très important, qui est qu'il y a eu, je ne suis pas juge, je ne suis pas avocat, je ne suis pas un expert en droit, donc je tente une interprétation avec mes termes, peut-être que ça n'est pas exactement ça, d'après la loi française, et voilà, s'il y a des spécialistes en droit, n'hésitez pas à me corriger, bien évidemment, mais pour moi, je pense que c'est une entrave à l'enquête. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont intervenus dans une enquête, je cite, hypersensible, comme nous disent les 2 auteurs, pour faire en sorte qu'une personne, en l'occurrence Agnès Buzyn, qui allait être perquisitionnée, fut prévenue en avance. Donc, est-ce que c'est une forme d'entrave à l'enquête ? Est-ce que c'est une forme de fuite d'informations confidentielles liée à une information ? Donc, une entrave claire à la justice, au rendu de la justice. Pourquoi je vous parle de cet épisode ? Parce que là, on parle d'Agnès Buzyn, et moi, je vais vous parler d'Éric Dupond-Moretti. Et je vais vous lire un autre passage dans le bouquin. Donc retenez bien ce que je vous ai dit. Vous avez Agnès Buzyn qui a été prévenue qu'il y allait avoir une enquête chez elle. On peut légitimement imaginer que d'autres personnages ont pu être prévenus. Je cite, avec le risque de déperdition de preuves que cela implique. Il y a Bayard92 dans le chat qui dit « Rémi, c'est une violation de l'instruction ». Alors ça peut être ça le terme, c'est pour ça j'ai précisé que je n'avais pas le juste terme, donc peut-être que c'est ça, effectivement. Merci pour la précision, camarade. Risque de déperdition de preuves. Qu'est-ce qui s'est passé du côté de chez Éric Dupond-Moretti ? Je vais vous lire un petit peu le bazar. Je retrouve mon petit passage. Attendez. Bon, ça, on s'en fout. Ok. Est-ce que je me suis raté ? J'ai noté quoi ? Tiens, c'est con parce que, t'as vu, j'étais bien lancé. Hein. Voilà, on nous explique la perquisition chez Éric Dupond-Moretti. Pardon, c'était page 339, j'ai mal noté mon truc. Plusieurs témoins de cette perquisition épique nous en ont narré les dessous. Comme il pouvait s'y attendre, le garde des Sceaux réserve un accueil glacial à ses visiteurs. Il caresse son chien, qu'il a baptisé Jean-Claude, lui parle à voix haute, le prenant à témoin de ce que lui font subir les juges. Jean-Claude est un teckel à poil dur, une race prisée des chasseurs. Lui-même amateur de chasse, Éric Dupond-Moretti vit manifestement très mal d'être la proie des magistrats. De plus en plus énervé, il ronchonne, refuse de mettre son masque, prend un malin plaisir à appeler Bruno Lavielle, qui est un des enquêteurs. « Monsieur Lavieille, arrêtez d'écorcher mon nom, s'agace le magistrat. Les opérations s'éternisent, les enquêteurs vont rester sur place jusqu'à la tombée de la nuit, accroissant l'agacement du ministre. Furax, il vitupère, rudoie la greffière. Le bureau personnel de l'ancien avocat est en désordre. Pêle-mêle dans ses affaires, les enquêteurs tombent sur des clés, des cartes bancaires, 2 places pour un concert de Céline Dion. Dans le bureau du directeur adjoint de cabinet, la greffière empile des chemises de dossier lorsque le garde des Sceaux déboule furibard, contraignant plusieurs témoins à s'interposer physiquement. « Vous êtes un sanguin, ce n'est pas bon pour la santé », lui lance l'un des magistrats. Il faisait chaud ce jour-là, mais les juges n'auront droit ni à un café, ni même à un verre d'eau. La tension est à son comble, lorsque dans le vaste bureau du garde des Sceaux, derrière la porte d'un placard en bois, les juges découvrent l'existence d'un volumineux coffre-fort dont personne ne semble avoir la clé. Sans se démonter, sous le regard noir de Dupond-Moretti, ils appellent un serrurier qui va découper le coffre à la meuleuse.
Décidément, ces 3 juges sont du genre offensif, et même un peu plus que ça. Mais ils font chou blanc. Le coffre se révèle totalement vide. Peu après, ironiquement, le ministre fera apposer sur sa porte une plaque comportant l'inscription suivante « Coffre Jeannine Drey », donc du nom de l'une des magistrats de la Cour de justice de la République, le 1er juillet 2021. La magistrate à qui sera rapportée l'anecdote plus tard n'aurait pas du tout apprécié. Donc, je vous résume le bordel, pourquoi je vous parle de ces éléments. Concernant la perquisition de Agnès Buzyn, les journalistes du Monde, c'est officiel, hein, c'est les journalistes du Monde, nous expliquent que elle a été prévenue en avance par un député, par quelqu'un qui est devenu député de la Macronie. Elle a été prévenue en avance qu'il y allait avoir une perquisition chez elle. Les journalistes du Monde expliquent que cela peut entraîner une déperdition de preuves, qu'elle a pu cacher des éléments qui auraient été utiles à l'enquête. Premier élément. Deuxième élément, on a une perquisition dans les bureaux de Dupond-Moretti. Il y a un coffre-fort, il est désespérément vide, je cite. Si on fait le lien, quand les auteurs du Monde nous disent il y a un risque de déperdition de preuves et un coffre retrouvé vide chez Dupond-Moretti, est-ce qu'on peut légitimement imaginer, sans que ce soit du complotisme, que tout ça est lié et que ce coffre-fort, au départ, n'est pas vide? Alors, la blague, déjà le numéro 1 de la blague, c'est que Dupond-Moretti va se foutre de la gueule des magistrats de la Cour de justice de la République en apposant une plaque concernant le coffre pour se foutre de leur gueule. Mais c'est aller plus loin. Et c'est pour ça que je vous parle de ça, pour vous dire à quel point ils se foutent de notre gueule, mais dans des dimensions jamais imaginées. Dans l'opinion, aujourd'hui du 11 février 2025, dans cet article à droite très exactement, voici ce qu'on peut lire concernant la pièce de théâtre de l'autre pompe à vélo du Dupond-Moretti qui est montée sur scène. On en a déjà parlé, on ne va pas ressortir la choucroute. Qu'est-ce qu'on peut lire dans le truc de l'opinion? J'aurai une petite pépite en plus, mais je vous la passe plus tard. On peut lire... attendez, je recherche... voilà, je vous lis. Éric Dupond-Moretti est meilleur quand il s'avoue piètre candidat, arpentant le marché d'Arras pour les régionales dans le Nord-Pas-de-Calais en 2021, n'osant pas répondre franchement à une dame partisane de la peine de mort à cause des 20 caméras qui le suivent, ou qu'il raconte la perquisition menée dans son bureau le 1er juillet 2021 par 3 juges et 22 gendarmes pour la présumée prise illégale d'intérêt, sur laquelle enquête s'acharne-t-il la Cour de justice de la République. Le public se tire-bouchonne, l'acteur est généreux, il montre même la photo de la plaque commémorative qu'il a fait apposer sur le coffre-fort vide mais forcé, un rectangle doré laissé à la postérité. Donc ce monsieur, non seulement a été poursuivi dans le cadre d'une affaire où on peut imaginer, nous n'en avons pas les preuves formelles, les journalistes du Monde ne le disent pas, mais le laissent deviner, que ce monsieur aurait pu être informé en amont de la perquisition qui allait avoir lieu chez lui et que potentiellement il a caché des preuves aux yeux de la justice. En tant qu'avocat, il doit être au courant que ça ne se fait pas. Ce qui peut être une violation de l'instruction, évidemment. Non seulement il y a ce qui est déjà en soi un scandale d'État, parce que concernant Agnès Buzyn, c'est officiel. Personne ne s'en inquiète. Je l'ai déjà dit il y a 2 semaines, je pisse au cul de tous ces partis d'opposition de merde qui ne se font toujours pas entendre. Il faut quand même le rappeler. Et j'en parlerai bientôt dans une autre vidéo. Mais que tous les partis d'opposition aillent bien se faire cuire le cul. Parce que personne n'a dit quelque chose, sur quoi que ce soit, face à tout ça qui a été révélé dans un putain de livre écrit par des journalistes du Monde. Donc qu'on soit bien d'accord là-dessus. Non seulement il y a ces révélations, en plus, il y en a concernant Dupond-Moretti, qui fait apposer une plaque, ce que nous disent les journalistes du Monde. Le mec fait un spectacle à Paris, mise en scène par Philippe Lelouch. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Et il fait des vannes sur scène. Il en fait des blagues. Avec un scandale d'État, il en fait des blagues. Mais est-ce qu'on se rend compte de la République bananière que nous sommes devenus, avec non seulement certaines ordures au pouvoir, ça c'est une chose, je dis bien certaines, je ne dis pas tous pourris, ce serait ridicule de tomber là-dedans. Factuellement, il y a certaines ordures, en témoigne ce livre et tant d'autres. Mais en plus, vous avez des gens qui se moquent du peuple, qui se moquent des gens. Et c'est là où on commence à toucher quelque chose de sublime, au sens étymologique, au-dessus des limites. En plus, ils se foutent de notre gueule. Donc, je ne sais pas, si vous voulez, si on prend véritablement la mesure de comment les scandales d'État sont traités en France,
on en fait des spectacles. Dupond-Moretti en fait des spectacles. Et tout ça sous l'œil hagard du veau dans la luzerne de nos partis d'opposition qui se battent parce que Bayrou a parlé de submersion migratoire. C'est ça le problème. Donc, de Marine Le Pen à Mélenchon, d'Olivier Faure à Marine Tondelier et compagnie, je leur pisse tous au cul, que les choses soient claires. Ils n'en ont rien à foutre des Français. Ils n'en ont rien à foutre de ce qui s'est passé durant le Covid et de ce genre d'événements sur lesquels ils ne jactent pas. Ils ne disent rien. Ce sont des scandales d'État. Donc, plus que jamais, et vous le savez, c'est un discours que je porte depuis longtemps, ne venez pas m'expliquer les « oui mais Mélenchon »,« oui mais Le Pen »,« oui mais Tondelier »,« oui mais je sais pas quoi ». Vous voyez bien que dans les moments chauds, il n'y a pas d'opposition. Il y a de l'opposition pour inciter les citoyens à se mettre sur la gueule, à dire « ah oui mais les écolos c'est bien, puis l'extrême droite c'est pas bien, puis l'extrême gauche c'est pas bien ». Là, il y a du monde, si vous voulez. Pour diviser les gens, il y a du monde. Mais quand il suffit de se mobiliser sur ce qui concerne tous les Français, toute obédience politique confondue, là, il y a Bubule. Ce livre publié chez Flammarion. Donc, c'est pas les éditions du Chat qui pète, on est d'accord. Ce livre publié chez Flammarion évoque un scandale d'État qui nécessiterait la motion de destitution immédiate du président de la République. Et nous, on a Marine Le Pen qui caresse des chats, Jean-Luc Mélenchon qui parle grand remplacement, Marine Tondelier, Marine Tondelier. Donc, c'est ça votre problème. Donc, c'est vraiment ça. Donc, au moins, c'est clair. Au moins, c'est clair. C'est de plus en plus clair. Je vois Olivier Marstress dans le chat qui me dit « Ne me dis pas, Rémi, que tu réalises à peine ça, je ne peux pas le croire. Peut-être que c'est la première fois que tu regardes l'émission, t'es le bienvenu, camarade, il n'y a pas de problème. Tu sais bien que c'est pas vrai, tu sais bien que c'est mon travail de tous les jours. Mais j'aime rebondir sur les événements qui nous le prouvent une fois de plus. Et ça me semble très important. Ça me semble très important. Et j'ai l'impression que ma caméra s'est pété la gueule. Pourquoi je suis dézoomé là ? J'étais bien là. Oh, c'est pas possible ça. Voilà. Donc voilà, mon Olivier Martrès qui dit c'était de l'humour. Pas de problème, camarade. Mais tu sais, quand je suis plein badin comme ça, faut pas m'énerver. Donc, non, mais pas de problème, camarade. Mais je voulais une fois de plus revenir là-dessus. Parce que vraiment, ça me sidère. Et en lien direct avec ça, les amis, en lien direct, je voulais quand même rappeler une petite chose qui me fait marrer, oui et non. Je sais pas si ça me fait marrer. Mais je vais en reparler dans la farce tranquille demain. Je vais vous montrer deux choses concernant le dossier X. Le dossier X, parce que j'ose plus trop en parler. Vous allez comprendre. Alors, je prépare mon lien, je prépare mon histoire. Mais à la fois, je suis grognon, à la fois, ça me semble normal, malheureusement. Paraît-il. Mais à la fois, je pense que c'est aussi de la responsabilité de tout le monde d'essayer de s'engager avec nous là-dessus, parce que ça me fait un petit peu peur. Je vais vous montrer deux choses. Concernant le dossier X, je ne vais pas le dire, vous allez comprendre pourquoi. Le dossier X que nous avons évoqué vendredi dernier sur YouTube. Je vous en ai parlé aussi dans le Juste Bistrot vendredi dernier. Je fais appel à votre mémoire. Je vais vous montrer quelque chose, les copains. Je vais vous montrer les statistiques YouTube de la vidéo. C'est la première fois que je vous montre un peu tout ça, parce que c'est pas pour faire la chialeuse du nombre de vues. On s'en fout, c'est pas le sujet. Mais je veux juste vous montrer quand même quelque chose, que vous ayez bien en tête la réalité par rapport au travail qu'on a fait. Ce que vous voyez à l'écran, c'est la courbe de vues sur la vidéo justement où j'ai parlé de ce bouquin. Où je parle d'un bouquin sur des journalistes du Monde qui l'ont écrit, sur des scandales qui de fait sont parfaitement autorisés, parce que tout le monde s'en fout, et que c'est publié chez Flammarion. C'est la courbe de vues qui a été réalisée avec cette vidéo, qui aujourd'hui talonne les 200 000 vues, ce qui est super, on est très content. La grosse barre grise que vous avez là, alors j'ai l'impression d'être prof de maths là, la barre, vous voyez la barre gris clair que vous avez, c'est la moyenne de toutes les vidéos, la moyenne sur les 0, 3 et 6 premiers jours, quand vous voyez sur les abscisses, l'axe des abscisses, c'est-à-dire l'axe du bas, vous voyez 3 c'est au bout de 3 jours, 6 c'est au bout de 6 jours. Et la courbe bleue, c'est le nombre de vues de cette vidéo en l'occurrence, qui parle d'un livre parfaitement autorisé, publié chez Flammarion, où on parle d'effets secondaires, on parle de Covid, je parle de tout ce qu'il ne faut pas, et là il n'y a pas de problème. Et là je vais vous montrer la courbe de la vidéo du dossier X,
sur les effets secondaires que nous avons fait la semaine dernière. Regardez la courbe. Je vais vous montrer. Oh ben, ça n'a pas suivi mon truc. Bougez pas. Voilà. Ça, c'est exactement la même courbe. Donc, vous voyez, en bas, vous avez 0 jours, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours. La vidéo est sortie vendredi dernier. Donc, on est à peine à 4 jours. En bleu, c'est la courbe de vues cumulées. En gris épais, c'est comme tout à l'heure, c'est la moyenne sur toutes les vues juste milieu. La moyenne du nombre de vues cumulées. Voilà. Voilà. Pourtant, on a un ratio exceptionnel sur le nombre de gens qui ont téléchargé le dossier, des effets secondaires, le travail juste milieu, et je remercie une fois de plus toute l'équipe juste milieu là-dessus. Donc, vous savez les amis, là je voulais vous montrer ça de manière rationnelle, pour pas vous dire on est shadowban, on est censuré, je sais pas quoi. Je vous montre les chiffres. Chacun trouve son interprétation. Après, voilà, je n'ai pas d'interprétation claire. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que cette vidéo est à 35 000 vues. Le dossier a dû être téléchargé déjà 7 000 ou 8 000 fois. C'est un ratio extraordinaire de clics entre les gens qui ont vu la vidéo et qui ont cliqué sur le lien. Donc, vraiment, les amis, et là, c'est pas que je vous le demande, c'est que si vous considérez que le sujet de nos médias qui ont menti sur les effets secondaires et qui mentent encore, si vous considérez que c'est important et qu'il faut informer les Français, aidez-nous. Vraiment, aidez-nous à faire tourner le lien. Je sais qu'on vous demande plein de choses, je sais que c'est relou et vous en avez plein le cul d'entendre tous les youtubeurs qui vous demandent des choses et c'est le nerf de la guerre, il n'y a pas de problème. Mais je veux juste vous dire par là que on a essayé de faire un taf pour alerter les gens. On a essayé de faire un taf pour faire ce boulot que les médias ne font pas, pendant qu'ils sont trop occupés à mentir. Et factuellement, YouTube, en tout cas, fait en sorte que notre vidéo ne soit pas aussi vue qu'une même vidéo sur un même sujet. Et avec visiblement un dossier qui intéresse les gens. Parce qu'un taux de clic à quasiment 25% depuis une vidéo YouTube, c'est du jamais vu. Donc, vraiment les amis, si vous voulez nous aider, inondez les réseaux avec le lien de ce dossier. Là, je vous ai envoyé le lien vers le dossier directement. Faites-le tourner autour de vous, partagez-le. La vidéo, YouTube ne la fera pas remonter. Donc, partageons directement le dossier. C'est ça qui doit circuler. C'est l'information qui doit circuler. Je sais que c'est chiant, je sais que c'est relou, mais faites le boulot. Faites le boulot avec nous, pas pour nous. D'habitude, je vous dis abonnez-vous, machin, ça c'est pour nous. Là, c'est avec nous. C'est juste de nous aider dans ce projet qui est notre projet, comme dirait l'autre. Et tu vois, il y a Totoro Dart qui dit dans le chat « Je te suis sur YouTube et je n'avais pas vu la notif de cette vidéo, ni la proposition. Je suis en train de la regarder. Compte sur moi pour la partager. » Merci les amis. Vraiment, merci les amis. Allons-y à fond. Je vais vous mettre le lien également sur Twitter pour ceux qui veulent nous aider. Et voilà, si vous considérez que la question des effets secondaires doit être médiatisée, doit être mise en avant, eh bien partagez ce lien de dossier, partagez-le partout autour de vous. Il faut que ça circule. Je le redis, ce dossier n'est pas une analyse subjective, n'est pas mon regard sur la question des effets secondaires. Avec Marie et Édouard de l'équipe Juste Milieu, nous avons collecté plusieurs dizaines d'articles depuis 5 ans pour retracer les changements de discours médiatique sur la question du vaccin, de son efficacité, des effets secondaires et de son impact sur la fertilité. Nous avons fait ce travail pour montrer qu'ils nous ont dit n'importe quoi. C'est une collecte factuelle d'articles de médias. Donc voilà, nous voulons juste dire aux gens, ils ont dit n'importe quoi factuellement, soyez prudents. Donc si vous êtes d'accord avec ça, partagez à bloc les amis, aidez-nous et faites circuler ce truc-là. Je voulais vous en parler, c'est pas un coup de gueule, mais je vous avoue que j'étais un peu emmerdé parce que on essaie de faire un boulot que j'espère utile, que j'espère pertinent, et on se fait latter la gueule sur YouTube alors que une même vidéo sur un même sujet, ça prend très bien quand tu parles d'un livre à la con de journalistes du Monde qui eux sont pas censurés, sont pas tout ce que tu veux. Donc je voulais faire ce petit coup de gueule, mais je sais que je peux compter sur vous, qu'on ait une belle équipe, qu'on envoie du lourd, et je peux vous dire que c'est pas fini, il y a une belle année qui arrive. On prépare des petites choses les copains, il y a une belle année. Donc les amis, je crois qu'on est pas mal pour ce soir. On va se retrouver demain. Et demain, soyez au rendez-vous. Déjà, c'est farce tranquille, évidemment. Et demain, on va se farcir Laurent Wauquiez. Et alors là, je remercie Marie qui a fait du boulot, qui a mené l'enquête. J'ai découvert des trucs là-dedans. C'est du miel. Soyez là, 16h45, c'est du miel. Et
Et puis voilà, et puis 18h ce sera la farce tranquille. Les amis, on finit avec une dernière petite info, c'est Narbonne, prochaine date de la tournée Zinzin, le 14 à 20h à Narbonne, il reste même pas 10 places. Il reste même pas 10 places, donc c'est complètement dingue. C'est que du bonheur, vous le savez. Juste milieu Zinzin sur Google, on va se régaler. Voilà. Voilà les amis. Voilà les amis, merci. Merci d'avoir été là, merci d'être nombreux. Je vous le redis vraiment, partagez le lien. Là, je compte sur vous. On y va, on envoie du lourd. Il faut que cette info circule. Voilà, voilà les amis. On est bon. Merci à vous d'avoir été là les copains. Vous êtes au top. Surtout, prenez soin de vous. Passez une excellente soirée. On se retrouve demain, plein gaz, même heure, même ambiance, le Juste Bistrot. Je vous embrasse. Vive la rigolade et vive la France.